Notre invitée du jour, Véronique Riche-Fleurès, économiste et présidente de RF Research. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors si vous le voulez bien, avec nous ce matin, nous faisons un tour d'horizon de l'actualité économique et financière et on peut commencer par les récentes décisions des banques centrales américaines et européennes la semaine dernière. Est-ce que c'est la fin de la politique monétaire accommodante ? Écoutez, je pense qu'aux États-Unis, on commence effectivement à approcher le terme de cette période. Donc sur le plan des liquidités, c'est assez clair. Sur les perspectives de taux d'intérêt, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on sent bien qu'effectivement, à court terme, l'économie américaine semble en très bonne forme. La croissance sera sans doute très forte au deuxième trimestre. L'inflation n'est pas excessive, mais la hausse du prix du pétrole permet effectivement de constater une inflation légèrement supérieure à l'objectif, selon les critères retenus. Et je pense qu'effectivement, la Réserve fédérale américaine se prépare à aller de l'avant. La question étant de savoir si elle doit passer le cap vers quelque chose qui serait restrictif, autrement dit des taux d'intérêt supérieurs à ou une hausse des taux réels, plus exactement, qui sont toujours autour de 0 pour l'instant. Auquel cas, on prendrait la décision de donner un coup de frein à l'économie par changement du contexte monétaire. Je pense que la limite de ce côté-ci viendra des marchés financiers essentiellement et de la capacité des marchés à absorber ce changement de contexte monétaire. Je ne suis pas certaine que de ce côté-ci, la Fed finalement ait autant de marge de manœuvre que ses anticipations ou ses prévisions le laissent entendre. Alors moi j'ai juste envie de vous demander pourquoi donner un coup de frein finalement à cette économie qui se porte merveilleusement bien avec un taux de chômage au plus bas, un taux d'inflation qui pour le moment reste limité. Alors donner un coup de frein, l'idée ce serait pas, l'objectif n'est pas forcément d'essayer de donner un coup de frein, c'est de se prémunir contre des phénomènes cycliques constatés par le passé, dont on n'est pas certain d'ailleurs qu'ils soient toujours à l'œuvre aujourd'hui, mais c'est qu'effectivement une économie qui évolue au-dessus de son potentiel, de ce qu'on estime être son potentiel, c'est-à-dire ses capacités de croissance, génère au bout d'un certain temps des tensions inflationnistes. Donc plutôt que d'attendre le dernier moment pour ajuster le niveau des taux d'intérêt, effectivement, il est plus décent d'y aller graduellement, sachant que tant que le niveau des taux d'intérêt ne dépasse pas la croissance des prix, le niveau d'inflation, on n'a pas un cadre véritablement restrictif. D'autre part, si vous ne faites rien en tant que banquier central, vous actez des conditions monétaires qui sont très favorables au marché financier, au point peut-être de créer des déséquilibres, des bulles, etc. Donc toutes ces raisons, effectivement, justifient que la Fed ait changé un petit peu son curseur et plus à l'aise, plus confortable au regard des perspectives de croissance, envisage peut-être de durcir ces conditions monétaires. Du côté de la BCE, c'est un peu différent parce qu'on est encore... D'abord, la situation conjoncturelle est loin de celle des États-Unis. Là, beaucoup d'incertitudes encore, beaucoup de fragilité, on le sent bien, tant conjoncturel que politique, et de questionnement sur, encore une fois, l'avenir de l'euro, monnaie unique. Le sommet européen, dans quelques jours, sera sans doute décisif d'ailleurs sur la parité du taux de change de l'euro, notamment contre le dollar. Et alors, ce qu'a fait la BCE, finalement, c'est une cote un peu mal taillée entre l'envie et la nécessité d'annoncer un terme à son programme d'achat d'actifs. Donc, on y va progressivement parce qu'entre-temps, il y a à nouveau des interrogations sur la conjoncture. Parce que normalement, il devait s'arrêter en septembre, ce programme de rachat. Donc, on gagne quand même quelques mois. Voilà, on gagne 3 mois sur un rythme de 15 milliards, assorti de conditions d'ailleurs, sur l'arrêt effectif de ce programme d'achat. La condition étant que les résultats économiques soient à la hauteur des attentes. Donc, on sent beaucoup de prudence encore. Et puis là où sans doute la BCE a le plus surpris les marchés, qui s'étaient un peu emballés sur l'idée que la BCE puisse changer radicalement son fusil d'épaule, c'est qu'effectivement, il est précisé que l'éventualité d'une hausse du dépôt, qui est aujourd'hui à moins 0,4%, n'intervienne pas avant le courant de l'été prochain. Alors, le courant de l'été 2019, dans le contexte actuel, où on n'a pas exactement, où on a quand même beaucoup d'incertitudes, ça repousse l'échéance très loin, ce qui explique pourquoi les marchés ont aussi favorablement réagi, sachant que l'euro a baissé sur la nouvelle, il s'était apprécié peut-être
peut-être un peu trop rapidement avant cette réunion. Et sur l'économie justement de cette zone euro, ce ralentissement, donc au premier trimestre on a dit c'est temporaire, est-ce que selon vous c'est temporaire ou effectivement on est plutôt sur un tassement on est effectivement sur un ralentissement qui n'a pas grand-chose de temporaire. La question est de savoir où on s'arrête. Alors, il est évident que la croissance de la fin de l'année dernière était assez peu soutenable. Donc beaucoup d'économistes ou beaucoup parlent de normalisation par rapport à une croissance un peu excessive. Oui, normalisation certes. La question étant de savoir si on va se normaliser à 1 ou 1,5 ou plutôt 1,5 à 2. Et ça change considérablement, bien évidemment, les sous-jacents. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est complexe. On a eu une reprise de l'investissement ces 2 dernières années qui était très bienvenue, qui a permis effectivement d'améliorer les perspectives d'emploi, de productivité, qui aujourd'hui marque le pas dans un contexte d'incertitude sur le commerce mondial, de tensions protectionnistes, de frictions politiques. Le plus grand danger est effectivement sans doute de ce côté-ci, c'est-à-dire que les entreprises reculent face à d'éventuels projets d'investissement et que finalement tout ceci abaisse de manière un peu structurelle, enfin en tout cas pour quelques trimestres, les perspectives de croissance. Donc effectivement, on se pose beaucoup d'interrogations, sachant que l'Allemagne apparaît l'homme malade aujourd'hui. Alors on va dire non mais avec la croissance des excédents allemands, c'est pas du tout l'homme malade, mais en termes de conjoncture, les derniers indicateurs sont quand même préoccupants. Sont moins bons que prévu. On va rester sur l'Europe et justement vous parliez de l'Allemagne, donc avec une Angela Merkel un petit peu déstabilisée, notamment par cette politique migratoire. Alors je sais que la politique migratoire va au-delà de l'économie, mais c'est quand même un vrai sujet pour l'Europe. Hein. C'est un vrai sujet parce je pense que le sommet européen la semaine prochaine permettra de voir effectivement s'il y a moyen d'avoir une cohésion et une entente à minima sur un sujet comme celui-ci. Je crains qu'effectivement l'entente soit très difficile à obtenir. Et à partir de là, si vous voulez, c'est tout le projet européen. Hein. On voit à quel point ces questions migratoires ont des répercussions politiques qui peuvent facilement fragiliser, j'allais dire ébranler, je me suis retenue, mais effectivement, on voit que là, il y a une vraie fragilité qui finalement illustre des points de désaccord qui vont bien au-delà de la politique migratoire et qui sont également des points de désaccord fondamentaux sur l'économie, sur ce qu'on veut faire de l'Union européenne d'une part et de la zone euro de l'autre. C'est le sujet des négociations notamment entre la France et l'Allemagne. Et alors dans ce contexte, l'Italie pour vous est une menace pour l'euro ? Écoutez, sur la politique migratoire, on connaît exactement leur point de vue. L'Italie est une menace, oui et non. Vous savez, on a tendance à penser que l'Europe n'a avancé que pendant les périodes de crise grave. Donc c'est peut-être la crise qui pourrait, mais à chaque fois qu'on a une crise, bien évidemment, on voit plutôt à court terme les dangers de cette crise. Mais je pense que l'Europe n'a jamais véritablement réfléchi à sa politique migratoire. L'Europe s'est contentée pour l'instant de gérer les flux de personnes, les flux y compris les flux des habitants des différents pays. Donc on a fait disparaître les barrières, etc. Mais on ne s'est pas véritablement projeté sur le rôle de l'Europe par rapport aux populations du reste du monde, avec les perspectives qui sont celles qu'on a tous en tête, hein, qui sont celles de populations migrantes croissantes. Et que fait-on? Comment gère-t-on? Ça pourrait faire partie d'un vaste plan de relance et de reconstruction européenne. Hein. L'option est quand même encore sur la table et me semble-t-il la plus efficace quelque part. Hein. Mais on voit bien qu'on n'est pas du tout dans cette logique et que de fait ça devient un vrai sujet de friction et un sujet humanitaire qui également fragilise beaucoup les populations, quelles qu'elles soient. Oui, tout à fait. Et alors restons un peu sur ce sujet finalement qui a divisé le Royaume-Uni et l'Europe. Côté Brexit, on voit pas tellement, quand même l'échéance se rapproche et on voit pas tellement d'avancée. Alors vous allez me dire la balle pour le moment est dans le camp de Theresa May et du Royaume-Uni pour essayer de trouver un terrain d'entente après à proposer à l'Europe, mais... Oui, ben là encore, je pense, erreur grossière de stratégie de la part du Royaume-Uni. Vous voyez qu'il y a un mouvement quand même pour préparer un éventuel nouveau référendum, pour éviter cette catastrophe, parce qu'effectivement,
quelle que soit la manière de prendre ce sujet-là, c'est une catastrophe annoncée pour cette économie. Alors on peut dire oui, mais bon, vu le fonctionnement de l'Europe, de toute façon, mais économiquement, effectivement, la cassure que représenterait ce passage à l'acte, qui semble quand même se profiler, aurait des conséquences sans doute très graves. Donc un sujet compliqué, avec des répercussions, y compris de ce côté-ci, de la Manche, qui ne sont pas du tout faciles à appréhender, où on voit là aussi des sujets de divergence et des crispations qui peut récupérer en particulier les activités bancaires, mais pas seulement. Et donc un risque effectivement qui aujourd'hui est un peu passé sous silence, on l'oublie un petit peu parce qu'on considère que c'est l'affaire des Britanniques, ça peut être un sujet qui revienne en force dans les prochains mois effectivement. Alors, si ce sujet est un peu passé sous silence, c'est parce qu'il y en a un qui occupe bien le devant de la scène, qui est donc cette guerre commerciale initiée par Donald Trump. Donc là, on a l'impression qu'on part dans une escalade. J'ai entreaperçu ce matin que comme la Chine ripostait également par taxe douanière aux États-Unis, Donald Trump avait demandé à ses conseillers de regarder comment on pouvait taxer pour 200 milliards de dollars les produits chinois. Mais où est-ce que ça va s'arrêter ? Et effectivement, il y a une escalade et on sait que dans ce genre d'escalade, même si fort heureusement on n'en a pas connu beaucoup de notre histoire, de notre vivant, le risque est un effet boule de neige et quelque chose qui devienne source d'imprévu total en réalité, parce que à force de se lancer des enveloppes, des menaces sur différents produits, à un moment donné, il va se passer quelque chose. La question étant de savoir quoi. Est-ce que les Chinois, qui pour l'instant n'ont pas touché véritablement à leur politique de taux de change ou à leur politique d'achat, enfin leurs achats de bons du Trésor américain, est-ce qu'il y a là peut-être un moyen... grands détenteurs de bons du Trésor américain? Pas le plus grand à égalité avec le Japon, enfin pas très loin, mais ce sont de gros détenteurs et il suffirait de pas grand-chose. Ce serait probablement coûteux pour la Chine, mais voilà, de temps en temps, on est prêt à payer pour une cause quand même importante. Quelles seraient les conséquences pour les États-Unis? Il suffirait, par exemple, que la Chine cesse d'acheter ou vende quelques poignées de ces titres pour faire dévisser le dollar, pour faire remonter les taux d'intérêt américains, sachant que l'économie américaine aujourd'hui a de grands besoins de financement parce que la réforme fiscale coûte très cher, avec des tensions d'ailleurs qu'on a pu noter sur les taux d'intérêt à court terme ces derniers temps. Et pour rappeler à l'ordre quelque part Donald Trump en disant mais vous savez, nous aussi on a le pouvoir de faire bouger les choses et de faire mal. Donc voilà, je pense qu'on est tous un peu dans l'expectative en se disant comment ça va finir, sachant que l'une des conséquences immédiates c'est que la croissance des échanges mondiaux s'en ressent. Depuis la crise de 2008, particulièrement depuis le début de cette décennie, cette croissance des échanges est très très ralentie. On sait que c'est un vrai sujet pour les économies ouvertes. L'Europe souffre indéniablement. La croissance allemande est largement amputée par cette situation. Là, vous avez des sujets qui vont aggraver la situation avec des conséquences notamment pour le monde émergent qui sont très importantes. Merci beaucoup Véronique Riche-Flores, économiste et présidente de RF Research.